Quoi de plus indigne, en effet, que d'utiliser le bien commun à des fins propres, à des fins privées? À première vue, le conflit d'intérêts, c'est bien, par essence, le contresens même de la déontologie. Sauf que le conflit d'intérêts, c'est pas forcément ça, et que bien souvent même, il tient davantage du courant d'air que du Mistral, c'est-à-dire un espèce de petit souffle comme ça, qu'on sent pas, mais qui est suffisamment insidieux pour vous mener tout droit à la bronchite, voire à la pneumonie, si vous n'y prenez pas garde. Alors autant se couvrir, sans couvrir, et aussi illogique que cela puisse-t-il paraître, eh bien, pour s'en couvrir, il faut avancer à découvert. Mais comment faire? Est-ce que c'est si simple? De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, toutes ces questions, je vous propose de les poser maintenant avec nos invités. Alors, Jérôme Deschênes, directeur général des services de Villedieu-les-Poêles, membre du bureau national du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, où vous êtes en charge de l'éthique et de la déontologie. À l'autre bout, Madame Goutard-Chamou, Laurence, bonjour. Vous êtes magistrate financière, conseillère au service central de prévention de la corruption. À ma droite, Madame Husson-Trochin, première présidente honoraire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et présidente de la commission déontologie de la région PACA. Et donc, à ma gauche, Maître Lévan Saban, qui est avocat et grand spécialiste des questions locales. Merci déjà à vous, bien sûr, d'être présent. Alors, avec la loi de 2013, notamment sur la transparence de la vie publique, avec la charte de l'élu local, avec, bien sûr, la loi déontologie, la chasse au conflit d'intérêts semble bel et bien ouverte. Mais la première question, elle sera donc pour Madame Goutard-Chamou, le service central de prévention de la corruption dans lequel vous exercez, pour encore quelques heures, non pas vous, mais le service, et on y reviendra. Non, je n'étais pas censée vous donner l'information tout de suite. Donc, a publié son bilan annuel. Et donc, ma première question, elle est, est-ce qu'il y en a tant que ça de ces conflits d'intérêts? Alors, peut-être préalablement, je vous invite peut-être à... Quand vous m'avez demandé de faire une présentation des chiffres de la corruption, j'ai trouvé que l'exercice était extrêmement difficile. D'une part, parce que les atteintes à la probité, dont font partie les conflits d'intérêts, juridiquement donne lieu à une prise illégale d'intérêt, pénalement parlant. Donc, les atteintes à la probité sont des infractions par nature occultes, dissimulées, multiformes et évolutives. Il s'ensuit que les données sur la corruption ne portent que sur la partie immergée du phénomène. L'autre difficulté que l'on rencontre lorsqu'on aborde cette question, lorsqu'on aborde la question des atteintes à la probité dans le champ des collectivités territoriales, ce sont les bases de données du ministère de la Justice, en l'espèce l'outil qui constitue le casier judiciaire national du ministère de la Justice ne permet pas d'isoler en fait le phénomène élu local ou fonctionnaire territorial. Et donc, le service central de prévention de la corruption, qui chaque année rend son rapport, le dernier rapport 2015 a été rendu il y a tout juste quelques jours, s'appuie sur les chiffres de l'observatoire de la SMACL. Alors, les chiffres que je vais commenter à présent sont des chiffres effectivement qui n'ont pas été actualisés par rapport aux données qui vous ont été présentées hier. Mais j'ai rapidement regardé le dernier rapport de la SMACL. Les tendances sont les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier enseignement général, toute infraction confondue, est que la judiciarisation du risque pénal des élus et des fonctionnaires territoriaux reste marginale. On l'a dit tout à l'heure, à peine 2 élus pour 1000 ont été mis en cause en 2014. Et pour les manquements au devoir de probité, c'est moins de 1 pour 1000 concernant les élus locaux et 0,18 pour 1000 s'agissant des fonctionnaires territoriaux. Alors, quels sont les principaux constats qui se dégagent en matière d'atteinte à la probité? Moi, j'ai relevé trois constats. Le premier constat, d'une part, c'est que les manquements au devoir de probité constituent le premier motif de mise en cause et de condamnation des élus et des fonctionnaires territoriaux. Sur la mandature 2008-2014, ils représentent 44% des chefs de condamnation des élus et 48% pour les fonctionnaires territoriaux. D'autre part, on constate un accroissement des mises en cause pour manquement au devoir de probité publique entre les deux mandatures. Alors, le récent rapport relevait plus 96% pour les élus. Le chiffre est un peu moindre pour les fonctionnaires territoriaux. J'avais relevé 80% environ, mais la tendance est quand même importante. C'est de toute façon une tendance très importante. Très importante.
Le deuxième constat, alors, il se fonde sur ce qu'on appelle le juridiscope de la SMACL, qui a recensé les jugements et les arrêts de l'année 2014 concernant les élus et les fonctionnaires territoriaux. Alors, il s'agit de décisions qui ne sont pas exhaustives et qui ne sont pas toutes définitives. Elles constituent cependant un échantillon fort intéressant. Et les comparaisons que je me suis un peu autorisée en préparant cette matinée doivent être prises avec beaucoup de précaution, parce que je compare donc cet échantillon avec les statistiques nationales extraites du casier judiciaire qui, elles, sont des décisions définitives. Donc on a une échelle temps qui est différente, et par ailleurs on est sur un échantillon avec une comparaison avec des données nationales. Donc voilà, il faut être peut-être prudent dans les comparaisons que je fais. Alors, ce qu'on retient de ce juridiscope, c'est que 36% des affaires examinées par la justice en 2014 sont des affaires dites locales de manquement à la probité publique. Qu'un quart des personnes condamnées en France en 2014 pour des atteintes à la probité publique sont des élus et des fonctionnaires territoriaux. Sur les 57 condamnations étudiées par le SCPC, 66 ont fait l'objet d'une peine d'amende, le montant moyen des amendes fermes prononcées s'élevant à 22 457 €, contre, pour la moyenne nationale, 8 286 €. Donc on voit bien que là, pour le coup, les peines d'amende sont plus importantes pour le bloc local, ce que j'appelle bloc local, comparé à la moyenne nationale. S'agissant des personnes condamnées, donc 41 des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement ferme ou sursis, avec un quantum moyen s'établissant à 10,6 mois, alors que la moyenne nationale, c'est 13,5 mois. Donc là, on est en dessous. Sur les peines et mesures complémentaires, donc elles sont très limitées. On n'a recensé que 6 peines complémentaires. On relève également que les élus sont plus exposés que les fonctionnaires. Donc 57% des élus locaux contre 25% des fonctionnaires font l'objet des condamnations étudiées. Enfin, le troisième constat, il porte plus particulièrement sur l'objet de notre table ronde. Il porte sur la prise illégale d'intérêt, qui est la traduction donc pénale du conflit d'intérêts. Donc la prise illégale d'intérêt, elle représente 39% des délits réprimés, contre 40% en 2013, 38% en 2012. C'est la première cause de condamnation du bloc local. Et on relève pour autant une stabilité de la part de la prise illégale d'intérêt dans le total des condamnations affectant le bloc local. Pour conclure rapidement cette analyse, donc, elle repose sur des données 2014, on est bientôt en 2017, et en outre, elle porte sur des affaires dites anciennes. Donc, on peut légitimement s'interroger sur la tendance et sur l'avenir de la prise illégale d'intérêt. Va-t-on vers une augmentation ou va-t-on vers une diminution du nombre de poursuites et de condamnations pour ce motif ? Plaide en faveur d'une vision optimiste. Les différentes actions qu'on a déjà développées ce matin, les lois de 2013, la loi de 2016, donc la création du PNF, de la HTVP, la loi déontologie, cela plaide plutôt pour une vision optimiste compte tenu de ces différentes actions qui ont été mises en œuvre. À l'inverse, on pourrait être amené à considérer que l'augmentation sensible du nombre de signalements effectués notamment par les juridictions financières, également peut-être le rôle des lanceurs d'alerte, pourrait amener à augmenter cette tendance. Bon, il reste toutefois très difficile de faire des prévisions, d'autant que la nature même de cette infraction soulève des débats, la prise illégale d'intérêt pouvant être caractérisée sans que le prévenu en ait retiré un bénéfice personnel, ni même ait eu conscience de frauder la loi. Sans même conscience de frauder. Évidemment, ça paraît, enfin voilà, un délit sans même avoir conscience de le commettre, c'est terrible. Dans cet univers de la transparence, je me tourne de chef vers l'avocat. Est-ce que la définition du délit, donc je dis bien du délit de la prise illégale d'intérêt, elle est si floue que ça, qu'on puisse la commettre sans même s'en rendre compte ? On peut commettre ce délit sans s'en rendre compte. Alors c'est oui, mais faut quand même faire un zoom sur la nature particulière de ces affaires qui arrivent devant les tribunaux. Quand on parle de conflit d'intérêt, de prise illégale d'intérêt s'agissant du juge pénal, le prisme, quand il se resserre, ce ne sont pas les affaires, j'ai entendu des noms tout à l'heure, Balkany et autres, ce ne sont pas ces affaires-là. Les affaires de prise illégale d'intérêt devant les tribunaux, ce sont des situations où, alors moi j'appelle ça, bien avant la loi d'octobre 2013, j'appelais ça le conflit objectif d'intérêt. Ce sont des situations où des élus, beaucoup moins des agents à l'époque, des élus étaient mis en cause pénalement pour des situations de conflit objectif d'intérêt.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'avait pas conscience de commettre un délit parce qu'on avait l'impression de servir l'intérêt public à travers ce que l'on faisait, même si on était raccroché de près ou de loin, à l'autre bout de la chaîne, au projet pour lequel j'ai amené mon vote, une subvention, le passage pour une commune d'un poste à un PLU. Immanquablement, dans les petites communes, vous avez la moitié du conseil municipal qui est intéressé au sens du délit. Comment vous faites ? Vous n'avez pas le quorum, tout le monde démissionne, on réélit tout le monde, mais ça sera pareil le prochain coup. Donc on passe jamais en PLU si on respecte la loi. Donc on arrive devant les tribunaux. Là, c'est un peu un dialogue de sourds. Je m'excuse peut-être ce propos un peu provoquant ou insolent, on va mettre ça sur le compte de ma jeunesse, mais enfin ça fait longtemps que je vois ça dans les tribunaux, où on a un dialogue de sourds entre les magistrats et les élus. Ces élus locaux de communes de petite taille, avec un manque de moyens aussi humains et techniques et juridiques d'information, et qui viennent répondre aux magistrats à la question « Pourquoi est-ce que vous avez participé au vote ?» Je ne savais pas que je ne pouvais pas. Moi, s'agissant d'une question d'urbanisme, je pensais, écoutez, moi j'ai fait ça dans la transparence. Enfin, tout le monde savait que ce terrain appartenait à ma famille. D'ailleurs, la moitié du conseil municipal était dans la même situation. Et on ne s'est pas enrichi, on n'est pas passé en constructible. Donc tout le monde était de bonne foi. Question du président, du magistrat. Oui, mais il ne fallait pas voter, c'était la solution. Il ne fallait pas voter, d'accord, moi je veux bien ne pas voter, mais les autres aussi, mais je suis dans une impasse. Comment fait-on pour passer en PLU ? On n'aura pas le quorum. Réponse de la magistrate assez cinglante. Écoutez, c'est pas à moi de vous répondre à cette question. Moi, j'applique la loi. C'est pas moi qui la rédige. Allez voir votre parlementaire. La réponse apportée par le magistrat n'est pas fausse. Mais pour autant, on est vraiment dans cette catégorie d'élus pour ces questions de conflit d'intérêts où, de bonne foi, on se retrouve à accomplir ce délit par manque d'information. Moi, je dis toujours que le délit de prise égal d'intérêt, c'est celui, parmi tous les délits, notamment ce fameux chapitre sur les manquements au devoir de probité, c'est celui qu'on peut le mieux identifier en amont. C'est celui le plus identifiable. Délit de favoritisme, alors là, on peut vous les ramasser à l'appel. Vous soumettez-nous n'importe quelle procédure d'attribution de marché, on va vous trouver un manquement, une rupture d'égalité de traitement des candidats, et le délit, on est dedans. Détournement de fonds, on le voit, il n'y a pas besoin d'avocat pour faire de la prévention là-dessus. Concussion, c'est un peu plus technique, mais quand même. Mais délit de prise égale d'intérêt, en amont, tout le monde est outillé pour l'identifier. Donc, il y a un défaut peut-être d'information, mais même avec cette information-là, alors je vais le prendre sous un autre angle. Mais justement, la définition de ce délit, elle est pas si claire que ça, vraisemblablement, puisqu'on se prend un peu les pieds dans le tapis facilement. C'est que la définition même, elle laisse des contours assez suffisamment imprécis pour tomber dans le piège, entre guillemets. Rappelons la définition. Délit de prise égale d'intérêt, alors je simplifie, prise égale d'intérêt, c'est prendre, recevoir ou conserver un intérêt. Là, on rentre dans des débats un peu plus savoureux. L'article s'affiche derrière moi, l'article du Code pénal, 432-12 du Code pénal. Mais pour le simplifier, c'est le fait, pour un élu ou un agent public, d'avoir un intérêt quelconque dans une opération placée sous sa surveillance. Voilà, je le simplifie, le délit, c'est cela. C'est le mot quelconque, j'imagine. Voilà, c'est le fait pour un élu ou un agent d'avoir un intérêt quelconque dans une opération placée sous sa surveillance. Donc on va avoir de l'analyse préventive à faire sur cette notion d'opération et quand est-ce qu'elle est placée sous la surveillance ou pas de l'élu ou de l'agent, ce qui est un moyen aussi, en conseillant, de décrocher l'opération de la surveillance de l'élu en question. Alors depuis qu'on a les lois d'octobre 2013 et les décrets de janvier 2014, on parle de déport. Effectivement, on a un mécanisme de déport. Mais avant cette loi, il faut savoir que dans nos cabinets d'avocats, on bricolait. Le déport, on l'inventait, parce qu'il n'existait pas. Mais vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre octobre 2013 pour qu'on puisse dire, écoutez, on va prévoir un mécanisme et ça s'appellera arrêté de déport. Enfin, je simplifie, mais on va l'appeler comme ça. Arrêté de déport. Alors pourquoi je dis on bricolait ? L'arrêté, cette notion de déport qui n'existait pas avant, alors nous, ce que l'on conseillait aux élus ou aux agents, c'est tout simplement de s'abstenir de voter. Un conseil qui va de soi, ils n'ont pas besoin de nous, même si d'abord on doit identifier la notion d'intérêt pénalement reprochable, et je vais y venir après, c'est la deuxième condition. Mais sur cette notion de surveillance d'opération, il faut décrocher l'élu de la surveillance de l'opération. Donc, il s'abstient de voter, il s'abstient de participer en amont et en aval à l'exécution d'une décision.
Mais lorsque vous n'aviez pas cette notion d'arrêté de déport, alors quand il s'agit d'un adjoint à une commune ou un vice-président, le mécanisme est assez simple, vous lui demandez de sortir du circuit décisionnel. Mais un exécutif, j'ai aucun moyen juridique. Le maire prend des arrêtés de délégation, fonction de signature, peu importe, président de PCI, et le fait de dire au maire, vous abstenez de voter l'attribution de ce marché public, par exemple, parce qu'il y a un lien d'intérêt de l'autre côté, très bien, il va le faire. Alors évidemment, par pudeur politique, on va tâcher de ne pas en parler au conseil municipal, enfin le motif de l'abstention. Mais plus tard, qui va signer le marché ? Ça ne sera pas lui, parce qu'il va s'abstenir aussi de le faire. Néanmoins, ça sera un de ses adjoints qui le fait par délégation de signature. Qui va signer les mandats ? Adjoint par délégation de signature. Donc le délit de prise illégale d'intérêt va s'appliquer au maire pour tous ces actes pris par le délégataire de signature. Et je n'avais pas de mécanisme de déport. Et le maire, lorsqu'il était en situation de conflit d'intérêts, n'avait pas d'autre choix, m'excuse de le dire comme ça, que de démissionner ou de poursuivre son mandat en croisant les doigts, en se disant « Bon, je pourrais afficher ma bonne foi auprès d'un magistrat en lui disant que je n'ai pas participé personnellement. » Mais dans les yeux du magistrat, et il n'a pas tort compte tenu du texte, on va nous dire « Mais l'intérêt, il est pris de manière indirecte par la délégation de signature, donc je suis bien dans le champ de la surveillance. » Aujourd'hui, on a un mécanisme de déport, le champ est un peu plus clarifié, on y reviendra après. Deuxième critère important, le délit suppose un intérêt quelconque dans cette opération. Alors ça, quelconque, c'est le grand débat. Quelconque, alors le texte dont on est en train de parler, celui-ci, on va dire, est dans cette version depuis le Code pénal de 1994. Il existait dans une autre version, mais on était à peu près sur les mêmes croisements sous le vocable de délit d'ingérence. Mais cette notion d'intérêt quelconque, nous l'avons depuis 1994, enfin dans cette formulation-là en tout cas. À l'époque déjà, on pouvait s'interroger sur ce que l'on devait mettre dans cette notion d'intérêt quelconque. Quelconque, moi j'ai cherché dans le Code pénal où est-ce qu'on trouve le mot quelconque. J'ai vu cette quelque part, curiosité. en tout cas. Quelque part, parce que je me disais, mais c'est quand même, il n'y a pas de définition juridique du mot quelconque. Alors, dans le Code pénal, on le trouve dans quelques délits, corruption, trafic d'influence, où on parle d'avantage quelconque. Alors là, je comprends mieux la notion. Quand on parle de corruption, de trafic d'influence, où il y a des contreparties et des avantages quelconques, le juge va chercher à les matérialiser, ces avantages et ces contreparties. Pour le délit de prise illégale d'intérêt, le juge fait peu l'effort de les matérialiser. Il n'en a pas besoin. La définition le dispense de matérialiser cette notion d'intérêt. Intérêt quelconque, c'est tout et n'importe quoi. C'est un intérêt moral, matériel. Enfin, la Cour de cassation est venue nous le dire. Mais moi, déjà, à l'époque, il y a longtemps, je disais, mais attendez, on va nous mettre le conflit entre deux intérêts publics. Alors, on m'a rionné par des blogs, etc. On me dit, mais cet avocat est fou, il est alarmiste. Enfin, je tirais ça plutôt de l'expérience que je vivais au cabinet et par des dossiers réels. Alors, bon, finalement, en 2013, on a bien posé la notion de conflit d'intérêts avec le conflit entre deux intérêts publics, mais dans un intérêt quelconque, effectivement, on a une vraie difficulté. Et vous pourriez même reprocher beaucoup de choses à des élus ou des agents derrière cette notion de quelconque. Pourquoi pas, vous pouvez leur reprocher de faire de la politique, parce qu'ils ont des promesses électorales, et figurez-vous qu'ils vont chercher à les respecter. Donc, ils vont faire passer des délibérations autour de projets. Eh bien, pourquoi pas aussi parler d'intérêt quelconque qui va contre les intérêts de la commune, parce que l'opposition considérera que tel équipement va contre l'intérêt de la commune, compte tenu des difficultés financières, etc., de la commune. Donc, le maire et tous les élus qui ont participé à ce projet-là ont commis le délit de prise illégale d'intérêt pour avoir eu un intérêt quelconque, à savoir un intérêt politique à travers cette opération-là. Là, je caricature, mais je vous assure que les exemples que l'on voit dans les tribunaux sont parfois aussi caricaturaux, presque... On fera quelques exemples. Il y aura des cas pratiques vers la fin de cette table ronde. On va continuer. Alors, on voit bien le risque quand même tentaculaire et que finalement se prévenir de cette prise illégale potentielle, de ce délit potentiel, participe autant du devoir de survie que du devoir de transparence. Jérôme Deschênes, vous êtes donc en charge de ces questions pour les directeurs généraux des collectivités. Est-ce que, avec aujourd'hui la définition du conflit d'intérêts par 2013, puis reprise effectivement par la
loi de déontologie. Est-ce que vous vous sentez un peu davantage prémuni? Est-ce que cette définition est plus claire? Alors, je remercie Maître Saban parce qu'il a un petit peu brisé la glace depuis ce matin. On était à l'impression qu'on était dans la transparence absolue. Et puis, finalement, à un moment donné, il faut parler aussi il faut parler vrai. Et donc, voir concrètement comment tout ça s'applique. Et donc, les DG sont les premiers gardiens de l'intérêt général dans la collectivité. Alors, les DGS, c'est toutes les personnes, tous les dirigeants dans les communes de plus de 2000 habitants. Donc, j'élargis parce que par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, on a l'impression qu'il faut être dans une commune de 150 000 habitants pour vraiment s'intéresser à ces questions. Donc, premier gardien des règles déontologiques, il a un rôle de prévention. Il doit naturellement mener la mission de service public avec dans l'exercice indépendant, impartial et objectif. La notion de conflit d'intérêts telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, pour répondre à votre question, j'ai un petit peu dévié, c'est une notion très large. C'est une notion qui permet d'être, j'allais dire, de mettre le DGS en risque permanent. Une définition qui s'inscrit. Alors voilà, la définition qui s'inscrit, donc c'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt public et privé qui est de nature à compromettre, influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartiel, objectif d'une fonction. Donc on a plusieurs notions dans cette définition. On a d'une part la notion par rapport à la période. Donc on a un conflit d'intérêts, ça peut être l'existence d'un conflit réel, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le passé, ce conflit, il existe, il est en contradiction, et après on va regarder quelle est l'intensité de ce conflit pour savoir si vraiment on est dans un conflit d'intérêts. Il peut être passé, donc c'est ce qu'on appelle le conflit réel. Il peut être présent, c'est-à-dire le conflit apparent. Donc on pense qu'il semble que c'est l'apparence, donc les faits en cause ne sont pas certains, mais il semble qu'il existe un intérêt. Et donc là, on va être obligé de vérifier si le conflit existe. Et puis, on a le conflit. Donc il y a une présomption de culpabilité, c'est ça? Oui. En fait, oui, on est dans le... Oui. Vous me posez cette question. On est dans l'apparence, donc la théorie de l'apparence avec toute sa grandeur. Donc ça veut dire que c'est un champ très très large avec risque maximal, de conflit. Et puis, vous avez le conflit potentiel, c'est-à-dire que le conflit n'est pas encore réalisé, il n'est pas encore réalisé, mais il peut se créer, il peut être de nature influencée. Et là, on a un arrêt qui pose question, un arrêt très récent de la Cour de cassation chambre criminelle, un arrêt du 13 janvier 2016, qui a validé les liens amicaux et professionnels entre un prévenu et un candidat choisi et leurs multiples contacts téléphoniques. Voilà, alors c'était un collaborateur de cabinet, pour donner un peu quand même la situation. C'était un collaborateur de cabinet, je crois, c'était avec une société pour gérer une télévision locale ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Et en fait, c'était une amitié présumée entre ce collaborateur de cabinet et le gérant. Ils échangeaient sur Facebook et par téléphone. Voilà. Et par téléphone. Mais évidemment, le collaborateur, lui, il n'avait rien signé de toute façon. Tout à fait. Donc là, on était dans le conflit d'intérêt potentiel et on était dans un intérêt qui était indirect. Voilà. Donc en fait, l'amitié est dangereuse. Il n'y a pas que les liaisons, l'amitié aussi est dangereuse maintenant. Et là, il y a une suspicion d'impartialité et voilà. Donc en fait, si on reprend la définition du conflit d'intérêt, on a un champ qui est très très large. Et en fait, la fonction de DG parmi tout ça, la fonction de DG, elle est en permanence susceptible d'être mise en péril par rapport à cette définition. Oui, parce qu'en plus, j'imagine qu'en fonction des magistrats, l'application ne sera pas forcément la même. Si on a des contours qui sont flous, forcément, c'est laissé. Enfin, il y a ce degré d'appréciation. Il y a le pouvoir d'appréciation de la juridiction. Et donc, on est véritablement aujourd'hui confronté à une définition extensive et avec une vulnérabilité du DGS dans cette situation.
Alors, coup de chance, la vie est bien faite. Enfin, c'est surtout ce colloque qui est bien fait. Nous avons avec nous 2 magistrates, mais notamment Madame Husson-Trochin, qui plus est déontologue en région PACA, une des toutes premières régions à avoir mis en place une commission de ce type. Alors, 2 questions, évidemment. Comment vous réagissez aux réserves, aux interrogations, pour ne pas dire aux angoisses de Jérôme Deschênes et par ailleurs, vous-même, donc en qualité de déontologue en région, comment vous vivez cette question du conflit d'intérêts? Est-ce que c'est quelque chose qui interroge beaucoup les élus que vous accompagnez et qui donc viennent vous interroger? Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas d'angoisse. C'est plutôt les élus qui portent les angoisses et ils ont bien raison parce que tout ce qui vient d'être dit, je ne peux qu'y souscrire. Et les DG, passablement. Voilà, je peux qu'y souscrire. Et je trouve que finalement, les élus, ils sont bien courageux d'être au service de leurs concitoyens parce qu'il y a beaucoup de choses trappes. Et c'est souvent par méconnaissance juridique, par méconnaissance ou par absence d'information qu'ils se retrouvent effectivement devant les juridictions le plus souvent. Alors, il faut faire un petit peu la part des choses entre il y a catégorie d'élus et élus. Vous avez des élus qui, au sein des municipalités ou des conseils régionaux ou des départementaux, on connaissent déjà, si vous voulez, des ordres. Ils ont l'ordre des experts comptables, ou alors les notaires, etc. Ils ont l'habitude de ces notions de conflit d'intérêts. Or, moi, ce qui a été décidé par le président Estrosi dans le cadre de cette mandature, c'est essayer d'introduire de la déontologie et de la transparence dans l'action publique et de nommer une déontologue, en l'espèce moi, et accompagnée d'une commission de déontologie qui a pour rôle essentiel, et j'en viens au conflit d'intérêts, notamment à examiner au regard de la situation de chacun des élus les conflits réels ou potentiels ou qui sont susceptibles de se produire. Et dans ces catégories-là encore, vous en avez 2 sortes d'élus, ceux qui relèvent directement de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, dont on s'occupe après, et on a tout de suite ciblé pour ceux qui ne relevaient pas de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Or, j'ai écrit un code de déontologie et j'ai écrit également les statuts de la commission de déontologie. Vous les trouverez sur le site public ouvert en ce qui concerne les modalités d'intervention. Et ma première démarche, évidemment, ça a été d'ouvrir une boîte de dialogue, déontologue, voilà, etc. Et surtout, d'aller vers les élus et de leur demander de me faire une déclaration d'intérêt modélisée sur celui qui existe pour la haute autorité de la transparence de la vie publique et une déclaration de patrimoine un peu simplifiée puisque dans le cadre du rôle qui est le mien et de celui de la commission, nous n'avons pas le pouvoir d'investigation et nous n'avons pas de rapport avec les services fiscaux comme peuvent l'avoir la haute autorité. J'insiste sur le fait que, comme l'a dit fort bien Madame la maire adjoint ou le premier adjoint de Strasbourg tout à l'heure. Putajar, oui. Voilà, merci. Donc, c'est sur la base du volontariat. D'accord. C'est-à-dire que le code, les statuts et ma nomination ont eu lieu en assemblée plénière le 15 janvier 2016. Donc, pourquoi on a demandé aux élus de nous faire cette déclaration d'intérêt? Parce que ça leur permet tout de suite d'objectiver leurs intérêts professionnels, familiaux, amicaux, bénévoles, de manière à ce que ça soit écrit et qu'ils puissent voir immédiatement, et avec mon aide, et à l'aide de la commission si c'est très compliqué, de façon tout à fait dans un dialogue constructif, voir les zones d'interférence par rapport Il y a des domaines, des champs, j'imagine, qui sont plus sensibles que d'autres. Alors, il y a des champs qui sont extrêmement sensibles, toute une catégorie, on va dire, d'élus, pardonnez-moi de le dire, les avocats, particulièrement, et surtout, c'est encore plus prégnant, je veux dire, et plus important dans les collectivités ou dans la région, les chefs d'entreprise, qui sont effectivement les commissaires aux comptes qui connaissent, qui contrôlent et qui préparent les dossiers pour les associations. Donc ça, c'est ceux qui ont des professions sensibles. Des professions sensibles, absolument. Et qui peuvent être ensuite sur des domaines en tant qu'élus, en charge de domaines sensibles. Je pense au marché public, on l'a eu avec Mme Putajar, politique des achats. Et ça, ils sont
particulièrement, je veux dire, le risque, il est beaucoup plus important en fonction, justement, de la sphère professionnelle, on va dire les choses comme ça. Et aussi, c'est encore beaucoup plus important lorsqu'ils ont des fonctions de direction. Plus on exerce une fonction de direction quelque part, plus on est captif dans la nacelle du conflit d'intérêts et on verse assez rapidement dans la prise illégale d'intérêts. La loi de 2013, on l'a dit, impose une déclaration d'intérêt. On va donc y revenir tout de suite. La loi déontologie impose aussi cette déclaration d'intérêt à certains fonctionnaires territoriaux. Elle promet également un accompagnement, statutairement un accompagnement par un référent déontologue. Alors, est-ce que ça, ce sont des garde-fous utiles, efficaces pour détecter en amont le risque potentiel de conflit d'intérêts? Vous le disiez à l'instant, vous avez demandé, vous, à l'ensemble des élus, donc, qui l'ont accepté, a priori. Ils ont accepté cette... voilà, on ne sait pas combien. Non, on ne sait pas combien. Depuis hier soir, j'essaye de lui faire dire combien ne veut pas. Donc, et qui ont accepté de remplir cette déclaration. Est-ce que, en tout cas, dans ce que vous avez vu, vous avez pu dire attention et du coup en sauver quelques-uns du risque? Alors, je ne sais pas si je les ai sauvés du risque parce que comme j'agis dans le cadre donc, où les élus viennent me voir spontanément, donc quand ils exposent leurs problèmes, j'en fais une règle, et c'est marqué d'ailleurs dans les statuts, je souhaite que la question me soit posée par écrit et j'apporte une réponse écrite. Et quant au suivi, le suivi de la réponse qui est faite sur la solution ou les solutions qui sont données demeure de toute façon de la responsabilité de l'élu. Je ne me substitue pas absolument à l'élu. Il suivra ou ne suivra pas le conseil que l'on a pu... A priori, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? A priori, oui, puisque certains m'ont eu la bonté de me faire un retour en disant on s'est abstenu, on a demandé à être déchargé de cette fonction, j'ai fait ma déclaration d'intérêt, de transparence au moment et d'intérêt au moment où la décision devait être prise. Je n'ai pas participé, je suis partie. Voilà. Donc, donc ça a joué. Et c'est vrai que c'est une démarche assez intéressante et importante parce que ça consiste aussi à faire acquérir un réflexe éthique de tous les instants et à mettre des clignotants puisque nous sommes dans le champ de la prévention. Et après, une fois que l'infraction est commise, c'est terminé. Mon rôle, il s'arrête juste à la porte de la prévention. Oui, c'est important parce que, encore une fois, ça permet d'objectiver leur propre situation dont ils n'ont pas conscience, comme l'a très bien dit Maître Saban, sur les effets que ça peut avoir et les répercussions tant pénales que le risque juridique également. On ne peut pas occulter non plus le risque juridique que fait peser une intervention d'un élu dans un champ de conflit d'intérêts, puisque ça encourt, en vertu du code des collectivités territoriales, à la nullité, à l'illégalité de la décision. Donc, si vous voulez, il y avait toujours un parallèle, ces deux champs extrêmement importants. Oui, donc, j'ai donc demandé ces déclarations d'intérêt. Je les ai aidés, pour ceux qui me l'ont demandé, à les remplir. Je les ai alertés sur un certain nombre d'imprécisions, donc je leur ai demandé de compléter, et qui correspondaient généralement au fait qu'ils ne se rendaient pas compte que ça pouvait effectivement avoir une incidence. Par exemple, quand on me mettait le conjoint ou le pacsé ou peu importe, retraité. D'accord, mais alors j'aurais demandé, mais retraité de quoi ? On me mettait, oui, parce que c'est une incidence, comme on l'a expliqué tout à l'heure, savoir ce que pouvait faire le conjoint dans l'interférence. Et même s'il est retraité depuis de longues années 5 ans, c'est 5 ans de fameux 5 ans de refroidissement, c'est ça? Voilà, absolument. Je trouve délicat ce terme. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais voilà. Et tout à l'heure, ça m'a interpellé quand même. Refroidissement. Quand on me mettait salarié, oui, mais salarié de quoi? Parce que c'est extrêmement important aussi dans le conflit d'intérêts. On ne peut pas être, par exemple, puisque vous êtes des agents territoriaux, vous avez, enfin en tout cas dans ma collectivité, on a des agents territoriaux qui sont des élus.
Hein. Donc ils ont à la fois une double casquette, c'est-à-dire que s'ils sont chefs de cabinet, directeurs de cabinet, ils sont donc en quelque sorte salariés d'une collectivité territoriale qui est susceptible, qui n'est même pas susceptible, qui reçoit des subventions de la part et des projets de la part d'une région. Donc c'est-à-dire à faire attention, et ils se trouvent dans la situation d'un subordonné avec un contrat de travail. On est en plein pot dans le lien juridique qui permet de déterminer un conflit d'intérêts potentiel lorsqu'on aborde ce genre de dossier. Donc ce sont des clignotants rouges, des alertes que je fais quand on vient me voir ou quand j'ai repéré. J'ai terminé mes travaux avec la commission. La dernière commission s'est tenue le 7 décembre, donc c'était la semaine dernière. On a répertorié tous les champs et on est en train de préparer, j'ai sous les yeux, version issue de nos travaux, une grande lettre que l'on va faire à chacun des élus qui ont eu la bonté et le souhait de clarifier auprès de la commission leur déclaration d'intérêt et leur activité. Donc pour vous, pas aucun doute là-dessus, la déclaration d'intérêt d'une part, le déontologue pour aider, parce que vraisemblablement seul, même en déclarer seul, c'est pas simple. Non. Hein, il faut quelqu'un pour accompagner. Monsieur Deschênes, est-ce que pour vous aussi ces deux éléments sont bonnes ou mauvaises idées? Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va revenir parce qu'on est allé un peu rapidement ce matin avec Monsieur Fovolot, qui parmi les agents territoriaux, par exemple, doit faire une déclaration d'intérêt légalement, là, à l'obligation? Pour le moment, qui doit la question décret. est mal posée parce qu'en fait, il y a un décret, projet de décret qui n'est pas encore sorti et qui a simplement fait l'objet d'un avis du Conseil commun à la fonction publique. Par rapport à ce projet de décret, on a deux axes de travail. Bon, il faut savoir que dans la loi, dans l'étude d'impact, il nous était dit par le gouvernement que on prenait en compte l'évaluation des risques des conflits d'intérêts en lien avec le périmètre des collectivités publiques dont les responsables, les agents, sont eux-mêmes soumis à une obligation similaire par les dispositions législatives sur la transparence de la vie publique. Et on nous précisait que c'était définir un champ correspondant aux réalités de l'action publique. Alors, quelle est la réalité de l'action publique qui nous a été proposée dans ce projet de décret? Donc, deux axes, les emplois fonctionnels de direction et les emplois exposés à des risques de conflit d'intérêts. Alors, en ce qui concerne les emplois fonctionnels de direction, le gouvernement a retenu en fait les emplois de DGS et DGSA supérieurs à 80 000 habitants. Et il faut le mettre en lumière avec le texte qui existe déjà des directeurs de cabinet où le seuil est à 20 000 habitants. Alors bon, j'avais du mal à comprendre similaire et réalité, mais peut-être que chacun a sa notion, chacun sa cohérence. a sa façon d'apprécier. Autre part, quand on regarde un petit peu la réalité des collectivités par rapport au seuil, je ne sais pas, je reprenais tout à l'heure l'observatoire, je me dis ça c'est bien, 2016, ça va mettre à jour mes connaissances, et je vois strate démographique des communes dont sont issus les fonctionnaires mis en cause. Si j'additionne les moins de 3 500, les 3 510 000 et les 10 049 000, j'arrive à 64%. Donc voilà, c'est vrai que là, la nature est similaire, réalité. On voit bien qu'en fait, même si on est dans une collectivité inférieure à 80 000 habitants, on est susceptible de rentrer dans un conflit d'intérêts. Et là, en fait, on voit bien que le gouvernement a voulu cibler en fait les emplois les plus à risque. Donc vous inciteriez finalement à faire des déclarations d'intérêt au-delà du premier critère, c'est-à-dire l'emploi fonctionnel, on a le deuxième critère qui sont les emplois exposés à des risques. Et donc là, on nous donne une définition avec trois critères. Les trois critères, c'est l'exercice direct, la délégation de compétences, la délégation de signature. Nous, dans les collectivités, vous savez bien que les DGS, c'est un peu les fantômes du droit, parce qu'on n'a pas de statut, on n'existe pas, on est les collaborateurs directs des élus, mais on n'a pas un texte qui nous définit nos missions. Mais par contre, le CGCT prévoit quand même que le DGS peut bénéficier d'une délégation de signature. Et là, on rentre dans l'application du texte. J'ai collecté au moins deux axes dans l'application de ce texte. D'une part, la signature des marchés publics, et d'autre part, la délivrance d'autorisations accordées au titre du droit des sols. Dans ces deux axes-là, on peut avoir une délégation de signature, et là, quel que soit le seuil, même si on est DGS d'une commune de 2000 habitants, on est susceptible de rentrer dans la notion de conflit d'intérêts. Donc, d'où l'importance d'avoir un référent déontologue, même si ce n'est pas en interne de la collectivité, et d'avoir une vision stratégique des risques
des risques de conflit d'intérêts et des risques déontologiques dans la collectivité pour évaluer ces risques et ensuite prendre les dispositions en fonction de ces risques. Et là, le seuil d'habitants, pour moi, m'apparaît, la déclaration d'intérêt, elle est obligatoire pour un certain nombre d'agents, mais c'est pas parce qu'elle est obligatoire. Ils la obligatoire. remettent à qui, d'ailleurs, cette déclaration d'intérêt? Parce qu'eux, ils ne la remettent pas à la haute autorité. Alors, ils la remettent à l'autorité hiérarchique qui ensuite va évaluer, qui va examiner les risques et qui peut la transmettre à l'autorité de nomination. S'il y a un conflit dans les risques. Voilà. Mais c'est une véritable mission nouvelle. Enfin, dans les collectivités, c'est quelque chose qui n'est pas encore appréhendé. Il faut bien se situer. On a parlé ce matin des grandes collectivités, mais il faut aussi regarder toutes les collectivités. Et en fait, le droit il s'applique à toutes les collectivités. Il ne s'applique pas uniquement aux grandes collectivités. Et par rapport à ça, c'est une véritable révolution culturelle qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ça, j'allais dire, aujourd'hui, c'est pas la prise de conscience, elle n'est pas encore réelle. Ça nécessite une cartographie des risques, la mise en place d'une véritable culture déontologique, mise en place éventuellement d'une procédure d'alerte interne, on va en reparler après dans le troisième débat, des procédures de contrôle interne, des formations des agents, et puis voilà, les obligations déclaratives que l'on a vues tout à l'heure. Et la présence, vous le disiez, du déontologue, ça aussi, donc en interne peut-être, par les centres de gestion, on ne sait pas non plus très bien encore aujourd'hui. C'est pareil, le Je sais que vous soutenez Madame Santochin, en tout cas plutôt en externe, vous. Externe, ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça sera l'accompagnement. Le référent déontologue crucial. Doit être impartial et indépendant. Donc on a entendu ce matin notamment la fonction de déontologue indépendant. Ça pouvait être un bénévole. Moi, je me posais la question de savoir si un bénévole pouvait être indépendant, mais c'était aussi c'était une question que je me posais. Mais bon, la fonction de référent déontologue, c'est l'assistance, c'est le conseil de la collectivité, le conseil auprès des élus, le conseil auprès des agents. C'est éventuellement l'interlocuteur par rapport à l'alerte éthique. On va le revoir. C'est aussi son rôle d'élaborer éventuellement une charte propre à la collectivité en relation avec les chefs de service. Voilà, c'est aussi des formations et la sensibilisation. Alors, on a oublié, oui, tout à l'heure j'ai oublié par rapport au seuil, quelque chose d'important, c'est que dans la réalité, on n'a pas parlé des emplois fonctionnels de DGST. Et dans les collectivités, c'est des emplois très sensibles. Et donc là, même quel que soit le seuil, parce que là on a parlé 80 000 habitants DGS, DGSA, mais alors DGST, ils ont disparu. À croire que ce ne sont pas, pour le gouvernement, des emplois très sensibles. Et moi, je considère que c'est plutôt le cas. Donc là, il y a un oubli notoire. Merci. Madame Goutard-Chamou, l'article 1er de la loi Sapin 2 transforme donc le service central de prévention de la corruption dans lequel vous exercez en agence française anticorruption, un nom qui fait Fleurbon Elliott Ness. Quelles seront vos nouvelles missions? Et puis, bien sûr, quels seront, dans ce cadre-là, vos rapports avec les collectivités locales? Est-ce que vous êtes là pour traquer le moindre faux pas ou plutôt avec bienveillance pour guider, accompagner, conseiller? Effectivement, la création de l'Agence française anticorruption par la loi du 9 décembre 2016, qui a été validée donc, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre, crée une agence, mais sonne en même temps le glas du service central de prévention de la corruption. On ne part pas de rien, mais les missions de l'agence vont être fort différentes du SCPC. Alors le SCPC, pour mémoire, il était placé auprès du ministère de la Justice. Il avait une fonction de synthèse des informations relatives à la détection des faits de prévention de corruption et de conseil également aux autorités administratives et judiciaires. Avec le temps, il a élargi son champ d'activité dans plusieurs autres directions, notamment la sensibilisation et la formation à la prévention de la corruption, l'action internationale et des actions de partenariat avec les entreprises. Mais il est surtout à noter que le SCPC ne disposait pas de fonctions opérationnelles de contrôle. Et telle est bien la différence avec la future Agence française anticorruption. Alors, l'AFA
c'est un service à compétence nationale. Donc, ce n'est pas une autorité administrative indépendante. Je crois que c'est un point sur lequel il faut qu'on revienne parce qu'on a des détracteurs qui nous ont tout de suite dit donc ça ne sera pas un service totalement indépendant. L'AFA aura un rôle international comme le SCPC là aujourd'hui pour représenter le gouvernement. On ne peut pas être totalement indépendant, d'où ce statut de service à compétence nationale. Mais l'indépendance de l'agence, elle est garantie par l'inamovibilité de la fonction du directeur, qui est nommé pour une durée de 6 ans non renouvelable, et par l'impossibilité pour le directeur de recevoir ou de solliciter des instructions de l'autorité politique dans l'exercice de ses missions de contrôle et également de siéger à la commission des sanctions. Donc, elle a pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Donc, l'agence, concrètement, elle est chargée d'émettre des recommandations aux administrations publiques et aux sociétés sur la mise en œuvre des procédures de prévention de la corruption et de contrôler la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre. Donc l'agence devra plus spécifiquement veiller au respect par les entreprises françaises dont le seuil a été arrêté. Tout à l'heure, il y a eu un débat avec le directeur de Transparency International. Donc le seuil pour les entreprises françaises, c'est un seuil de 500 salariés de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc ces entreprises-là ont une obligation de mettre en place un plan de conformité anticorruption. Donc, et il y a également la création de peines de mise en conformité ordonnées par les tribunaux. Donc, s'agissant plus particulièrement des collectivités territoriales, donc l'AFA aura 3 missions. D'une part, les missions de recommandation à l'égard des collectivités territoriales. Je cite l'article 3 de la loi qui précise que l'agence élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption. Tout à l'heure, j'ai cité trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées, à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au journal officiel. Donc, la portée juridique des recommandations, là, on est bien dans du droit souple, pour reprendre tout à l'heure. Voilà. Et non pas mou. Et non pas mou, et j'ai envie de dire conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales également. Ces recommandations, néanmoins, elles seront publiées au journal officiel sous la forme d'avis. Donc, elles seront donc ainsi publiques. Et ce vecteur de diffusion officiel, il légitime en quelque sorte sur la forme ces recommandations et institutionnalise leur portée informative et visée pédagogique vis-à-vis de l'ensemble des acteurs concernés. S'agissant de leur contenu, donc elles sont destinées à apporter un appui aux collectivités pour la mise en œuvre des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption. L'agence semble disposer d'une grande latitude dans l'élaboration des recommandations sous réserve, c'est le législateur qui nous le dicte, de leur adaptation à la taille des collectivités et à la nature des risques identifiés. Sur le périmètre, donc contrairement aux sociétés pour lesquelles l'obligation de prendre des mesures destinées à prévenir, à détecter des faits de corruption cible, celles employant au moins 500 salariés et disposant d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, aucun seuil n'est proposé s'agissant du bloc des collectivités publiques. En conséquence, l'ensemble des organismes est concerné. En revanche, la notion de proportionnalité doit prévaloir, c'est-à-dire que les recommandations, comme je le disais, elles devront être adaptées aux différentes entités et aussi à la nature des risques identifiés. D'autre part, l'AFA elle a un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales. À côté de la rédaction de ces recommandations, l'Agence française anticorruption apporte son appui aux collectivités territoriales pour les aider à prévenir et à détecter les atteintes à la probité Donc là, publique. quel que soit le seuil, n'importe quelle collectivité À partir du moment où le législateur n'a pas défini de seuil et mentionne expressément qu'elle apporte son appui aux collectivités, enfin plus globalement, ce n'est pas uniquement les collectivités publiques, là je le dis rapidement, mais il y a également les sociétés d'économie mixte, les associations, les fondations. Donc voilà, on pourrait être sollicité par l'ensemble de ces acteurs. Et enfin, l'AFA, elle assure une fonction de contrôle. Alors, un contrôle de sa propre initiative. Donc, elle vérifiera la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein notamment des collectivités territoriales pour prévenir et détecter les atteintes à la probité publique. Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du représentant de l'État. Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui ne sont pas des rapports qui seront rendus publics,
Seules les autorités qui en sont à l'initiative et les représentants de l'entité contrôlée en sont destinataires. Donc ces rapports, on peut fort légitimement imaginer qu'ils vont contenir un constat sur la qualité du dispositif mis en œuvre, un dispositif de prévention et de détection de la corruption, et puis parallèlement formuler des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes. Alors là, on a quand même une distinction avec les entreprises publiques, parce que contrairement aux entreprises pas publiques, aucune sanction, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avertissement du directeur ni de saisine de la commission des sanctions, n'est prévu en cas de manquement constaté. Reste toutefois qu'il appartiendra à l'AFA de tenir informé le procureur de la République de faits dont elle a eu connaissance qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit selon les termes mêmes de la loi. Donc voilà les principaux axes de cette agence. Tout est à construire en quelque sorte. Donc je retiens en tout cas effectivement pas de sanctions, mais effectivement le message est passé. Voilà, on est dans du droit souple, vraiment. Absolument. Je vous propose de passer à quelques cas pratiques, peut-être pour davantage mettre le doigt sur cette nébuleuse qu'il y a entre conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts, et montrer comment les situations peuvent être compliquées. Alors, il va y avoir 3-4 cas que je vais vous proposer sous forme de QCM à tous les 4. Je vais d'abord vous demander à l'un et l'autre de cocher là ou les cases. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un examen, hein. Personne ne gagne, personne ne perd. Et surtout, c'est pas moi qui le ferai, je ne suis pas juriste. Et puis ensuite, l'un de vous explicitera un peu plus avant ça ou ces réponses, et puis les autres réagiront, bien sûr. Alors, je lis avec vous, voilà. Je suis placier, mon cousin est forain. Dois-je changer de fonction, changer de collectivité, changer de famille, ou je ne fais pas partie des métiers à risque? Alors, on va commencer par vous. Vous cochez quelle case? Je suis tentée par la 3. Non, changer de fonction. Changer de fonction. Oui. Donc la 1. Maître Saban? Il n'y a pas la case autre, c'est dommage. Désolé, il n'y a pas NSP. Parce que non. depuis le décret de janvier 2014, on aurait pu rajouter une dernière case. J'informe mon supérieur hiérarchique et soit je fais pas, je m'occupe pas de mon cousin, soit une autre personne que moi. Voilà. Donc voilà. Je réponds. C'est une réponse d'avocat. Hein, une réponse d'avocat, nous le remarquerons effectivement. Et de magistrat. Eh bien, métier de placier, eh bien, explicitez donc. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe dans les petites collectivités. Enfin, dans les collectivités en général, le métier de placier, il va donc placer son cousin en question, mais s'il bénéficie d'un emplacement permanent, cet emplacement permanent est donné par le maire après avis de la commission forêt-marché, donc après avis d'une commission collégiale. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si c'est un emplacement ponctuel, non permanent, c'est-à-dire qui vient en passager, ce qu'on appelle, eh bien à ce moment-là, souvent, il y a un règlement de commission forêt-marché, et dans ce règlement, il est dit que pour les passagers, il y a tirage au sort. Donc pour moi, dans les deux cas, ce n'est pas un métier à risque, parce que dans les deux cas, il peut gérer son problème en respectant voilà, les règles qui s'appliquent à ce métier, à ce domaine. Pour revenir un petit peu sur les métiers à risque que vous aviez évoqués tout à l'heure, est-ce que ça recouvre beaucoup de métiers au sein des collectivités, ces fameux métiers à risque tels qu'ils sont définis par... Si on prend les métiers à risque par rapport au projet de décret, on va essayer de s'attacher au droit, eh bien, on va naturellement retrouver les métiers, donc les emplois fonctionnels, on l'a dit, et le deuxième cas, ça va être les emplois qui bénéficient d'une délégation de signature, puisque chez nous, dans les collectivités, on n'a pas de compétences propres, puisqu'on n'a même pas de statut, donc on n'a pas de compétences propres, donc on ne peut pas être dans ce cas-là. Et donc, alors, on a les marchés publics et le droit de l'urbanisme, c'est les deux que j'ai relevés, c'est les deux que je connais le plus. C'est vrai qu'on peut dire que tous ceux qui sont proches de la délégation de signature par rapport à un marché public, c'est quand même des emplois très sensibles. Et là, on n'a pas parlé de seuil pour tous les emplois. Là, le législateur renvoie clairement la responsabilité à l'employeur, et c'est donc à l'employeur de gérer ces risques. Et donc c'est à lui d'en prendre conscience. Donc c'est aussi à nous, par la formation, par l'information, de sensibiliser tous les collègues de cette problématique. Et je pense que là, il y a un gros travail quand même de prévention. Est-ce que la question du cumul d'activités, par exemple, qui apparaît aussi avec la loi déontologie, enfin il y a un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui possibles, auto-entrepreneur, en étant à temps partiel, etc. Est-ce que ça peut interférer ou pas? Est-ce que c'est
une problématique supplémentaire dans ce cadre-là. Alors par rapport au cumul d'activités, il y a un projet de décret qui est en cours, qui reprend les dispositions existantes, que ce soit pour il y a les cumuls par rapport à des emplois et les activités accessoires. Enfin, il y a deux axes. Pour les activités accessoires, c'est le maintien de ce qui existait auparavant. C'est après à la commission de déontologie si elle est saisie de regarder si le cumul est compatible ou pas avec l'emploi. Mais là aussi, c'est aussi à l'employeur toujours d'être un acteur majeur de cette prévention dans la collectivité. C'est-à-dire que c'est à lui de solliciter l'agent pour qu'il fasse sa déclaration de cumul d'emploi ou cumul d'activités accessoires, et puis ensuite de saisir la commission de déontologie. Sinon, c'est faute de contrôle. Il y a toute une démarche de prévention, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une révolution culturelle. Tout le monde n'a pas forcément pris conscience qu'il faut mettre en place les outils dans la collectivité pour que les déclarations d'intérêt soient réalisées, pour que les zones à risque soient clairement identifiées, et pour que tous les agents soient sensibilisés à ces notions. On a oublié une chose dans les déclarations d'intérêt, c'est le fait qu'elles soient antérieures à l'embauche. Et là aussi, on va y venir, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît. Est-ce que oui, justement, j'allais demander si l'un de vous souhaitait agir. Oui, cette illustration, alors, elle me plaît beaucoup parce que justement, le délit de prix égal d'intérêt, il est là. La situation d'interférence, elle est là. Voilà pourquoi, et là c'est une clarification importante, je dirais, de notre débat et de notre sujet du jour sur cette notion de conflit d'intérêt et de prise égale d'intérêt. Ne pas exercer un métier à risque n'emporte pas absence d'infraction pénale, de prise égale d'intérêt ou de conflit d'intérêt. C'est déconnecté de la notion de métier à risque. Vous pouvez respecter parfaitement en droit public une procédure de marché public, une procédure de recrutement RH, une procédure d'attribution d'un logement, une procédure d'attribution d'une place, et commettre le délit de prise égale d'intérêt. Parce que si on faisait ainsi, c'est-à-dire mon cousin est forain, je suis placier, je n'ai pas un métier à risque, à ce stade-là, on se dit, je vois pas trop où va être mon conflit d'intérêt. Mais si, regardez, ce dessin illustre parfaitement le problème. C'est une fois sur place, qui va faire la surveillance? Qui va regarder si les emplacements sont respectés? Qui doit faire tout cela? N'oublions pas, je reviens à cette définition du conflit d'intérêt, la situation d'interférence. Là, on est au cœur de notre sujet. La notion d'interférence, c'est paraître influencié aux yeux des tiers. Paraître influencé. Eh bien, le seul fait qu'il y ait un lien de famille peut paraître susceptible d'influencer aux yeux des tiers. Peu importe que sur le terrain, ça n'influence pas. C'est-à-dire que le placier pourrait faire parfaitement son travail. Le problème, c'est qu'aux yeux des tiers, c'est susceptible de paraître influencé. Donc, il faut déconnecter, quand on réfléchit prise égale d'intérêt, il faut déconnecter d'une notion de avantage particulier accordé. Parce que c'est un autre délit, c'est une rubrique à côté, ça, c'est trafic d'influence. C'est là toute la singularité et la particularité de ce délit, c'est que nous sommes sur autre chose qu'un avantage accordé à un tiers. On est sur autre chose, on est sur un curseur qui est beaucoup plus bas. On est sur une notion de paraître, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il faut l'illustrer avec des exemples. Voilà, là, c'est un bon exemple, et peu importe le niveau de risque ou de responsabilité exercé. Et je donne un exemple dans le même sens, et je laisse la parole. Quand on va voter une subvention à une association, très souvent les élus ne voient pas d'intérêt quelconque au sens du délit pénal, pour le seul fait que dans cette association, il y a peut-être un membre de leur famille qui est salarié, secrétaire depuis 20 ans, et bien avant qu'eux-mêmes soient élus. Salarié, simple salarié ou simple administrateur. Simple administrateur, on est dans la notion d'intérêt quelconque. Et là aussi, on n'a pas à prendre en compte l'idée de la qualité de décisionnaire de cette personne qui est au sein de l'association et qui est un membre de notre famille, qui pourrait être une entreprise à qui on va attribuer un marché. C'est plus souvent ces situations. Les élus, c'est pour ça que vous ne trouverez pas dans les déclarations d'intérêt parfois ces connexions-là, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, vous avez un membre de la famille qui n'est pas gérant, qui est simple salarié de grands groupes. Eh bien, est-ce qu'on pourrait y voir une forme de prise égale d'intérêt? Réponse, malheureusement oui. Il faut que cet élu se déporte. On voit donc déjà avec deux personnes de visions différentes, on ne coche pas les mêmes cases, on n'a pas les mêmes réactions. Je ne sais pas si vous souhaitez... Vous le suivez. Bon, alors on passe au cas suivant, et justement on va parler famille. Je suis maire d'Ormes-les-Ruisseaux, je suis également père de famille. Lorsque je détermine les tarifs de la restauration scolaire, je suis condamné pour prise illégale d'intérêt. Mon fils est condamné à déjeuner tous les jours au McDo.
Je suis condamné à me déporter, tout comme lors du vote des subventions aux associations culturelles qu'il fréquente et des débats engageant les travaux du stade où il joue au foot tous les dimanches. Les enfants ne participent pas des conflits d'intérêts, en dehors du couple s'entend. Alors, je démarre par là. Si on demandait à la salle. On est dans le cadre de l'intérêt général, une décision générale qui s'applique à l'ensemble, peu importe qu'il y ait dans cet ensemble-là le fils du maire ou les enfants du maire. Maître Saban ou Madame Goutin-Chamou? Je ne vois pas la prise illégale d'intérêt dans cette situation. Bon, moi, je vais être le mauvais élève encore une fois. Je ne suis guère étonné, je ne sais pas pourquoi. Je vais partir d'un vécu. Quand vous accompagnez trois élus départementaux dans un cabinet de juge d'instruction sur le thème convocation pour être mis en examen pour prise illégale d'intérêt, sur un marché de transport scolaire, et puis que vous avez le juge d'instruction qui leur demande tour à tour est-ce que vos enfants prennent les transports scolaires? Alors, moi, les bras m'en tombent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si ils avaient pris les mains? Enfin, évidemment, non, puisque chacun de ces élus avait plus de 75 ans, et il y a longtemps que leurs enfants. Alors, il n'a pas demandé les petits-enfants, mais il a demandé juste les enfants. Donc, est-ce que ça voulait dire qu'il y a une forme d'intérêt pénalement reprochable si les élus qui participent à une CAO sur l'attribution de marchés de transport scolaire, dont les enfants utiliseraient ces mêmes transports scolaires, pourraient se voir reprocher le délit de prise illégale d'intérêt? Réponse du juge d'instruction: ah bah oui, écoutez, avouez quand même qu'intellectuellement la question se pose. Alors, ils étaient là pour un problème de prise illégale d'intérêt, pour un problème de marché de transport scolaire, parce qu'ils étaient administrateurs de la régie des transports qui soumissionnait elle-même au marché des transports scolaires lancé par le département. Donc on est plutôt sur la notion de conflit entre deux intérêts publics, sur laquelle on y reviendra probablement, mais en revanche, cette situation, alors moi je ne vais pas dire je suis condamné pour prise illégale d'intérêt, mais je dirais je suis susceptible de me voir reprocher le délit dans allez, je vais appeler ça comme ça, je suis un peu provocant, hein. On m'a dit que ça sera l'humeur de ce matin, mais dans peut-être les fantasmes d'un juge. Bien sûr qu'on est sur l'intérêt général, bien sûr que ça n'a pas de lien, mais aujourd'hui, dans cette notion d'intérêt quelconque, dans la définition posée par la situation de conflit d'intérêt, nous arrivons à ce type d'aberration. À chaque fois que des élus vont être dans leur sphère usagers, quels qu'ils soient, d'ailleurs pas forcément maire, ça peut être les adjoints, bien évidemment qu'on habite sur sa commune, bien évidemment qu'on utilise les équipements communaux. Est-ce que pour autant on est dans le conflit d'intérêts? Alors, de manière de bon sens, tout ce que j'ai entendu là, pardon, décidément, je suis vraiment le bon élève, le mauvais élève, je m'en rends compte, mais tout ce que j'ai entendu là, c'est ce que nous disent, excusez-moi, des procureurs. Pourquoi ils nous répondent ceci? Ils nous répondent ceci en nous disant, mais attendez, c'est l'opportunité des poursuites, bien évidemment qu'on ne va jamais poursuivre ces situations. Et je dis, mais attendez, moi j'aimerais bien, mais écrivons-le dans la loi. Et ne laissons pas ça à l'appréciation de l'opportunité des poursuites sur la définition elle-même. C'est pour ça on avait eu une proposition de loi en juin 2010 qui est venue essayer de faire sortir du champ de la répression pénale toutes ces situations de bonne foi. Si au lieu d'intérêt quelconque, on écrivait un intérêt personnel distinct de l'intérêt général, c'est-à-dire l'élu pourrait se voir reprocher le délit à chaque fois qu'il a un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. La tarification scolaire, il n'y a aucun problème. Et puis toutes les situations où il y a un intérêt personnel, eh bien elles sont dans le champ du délit. Ça clarifiait la situation. Le juge administratif a, depuis plus de 20 ans, depuis plus longtemps encore, exactement cette définition de la notion de conseiller intéressé. On aurait aimé la voir du côté du juge pénal, et on laisse tout l'autre champ du conflit d'intérêts, toutes ces zones d'interférence dans lesquelles on va y mettre beaucoup de choses, les cadeaux, les invitations, la boîte de chocolat en fin d'année, on va tout y mettre. Et bien toutes ces notions d'interférence, on les renvoie à un champ disciplinaire pour l'agent, à un champ indemnitaire pour le comportement des élus à l'encontre de la commune, et pour tout le reste, on n'est pas en train de blanchir des quelconques situations pénales. On est en train de réduire le champ pénal aux élus, je dis le mot, malhonnêtes. Voilà, puisque le titre de la section, c'est des manquements au devoir de probité, eh ben laissons ce champ-là aux élus malhonnêtes, et on a le pouvoir, on a les moyens de les détecter, notamment à travers tous ces outils de prévention, mais vidons tout ça, et ça nous évitera toute cette énergie dépensée à essayer de cerner le périmètre du délit de prise illégale d'intérêt. Le périmètre. Parce que là, depuis octobre 2013, effectivement, on a beaucoup de débats, et tant mieux, parce que ça permet d'en parler, de donner des coups de projecteur. Mais prise illégale d'intérêt, c'est depuis bien avant 1994, tous ces mêmes débats, on aurait dû les avoir à l'époque. Je propose de passer à Yann 3. Je vous en prie.
très souvent, dans les barèmes de cantine scolaire, on les fait en fonction des tranches de revenus. Il se pourrait qu'une tranche ne soit appliquée que par un seul élu. Et cet élu-là se retrouverait dans cette situation, dans ce cas-là. Mais attendez, les élus qui votent leur régime indemnitaire, qu'est-ce qu'on fait alors? Ils sont pas dans le conflit d'intérêts? Évidemment que oui, et pourtant ils le votent. Et non, mais c'est prévu par la loi, mais le délit de prise égale d'intérêt, il est prévu par la loi aussi. Et il n'y a pas d'exonération à dire aux élus, ne votez pas vos propres intérêts. Non, et on a un vrai problème. Nous sommes dans des situations parfois qui sont... Allez, je vais les qualifier d'absurdes, mais c'est une réalité. La loi a prévu évidemment un vote là-dessus, mais comme la loi a prévu des attributions de marché public, comme la loi a prévu d'autres choses. Et le régime indemnitaire, on aurait pu mettre quelques dérogations, peut-être, dans le conflit Il y a d'intérêts. des plafonds pour tout ce qui peut... voilà, donc ils votent pas... Ah non, Bon, je vous bien repose- entendu, c'est plafonné, mais on est en train de parler, quand on lit la définition du conflit d'intérêts, voilà, point n'est question de regarder le plafond ou pas. Y a-t-il une zone d'interférence? Alors, troisième cas, et qui va permettre de venir sur cette déclaration avant l'embauche peut-être. Je suis donc directeur général des services de Jolicoin, 85 000 habitants. Je recrute la nouvelle DGA Culture. La déclaration d'intérêt de celle-ci révèle que son conjoint dirige une compagnie en résidence au théâtre municipal. Je suis obligé de recruter quelqu'un d'autre pour le spectacle vivant. Je la recrute quand même. L'agent est seul responsable de cette déontologie. Je suis donc couvert. Pas de souci à Jolicoin. Toutes les décisions à risque sont prises de manière collégiale. Ce sera trop compliqué à gérer, tant pis pour elle, qu'elle aille se faire recruter ailleurs. Je ne sais pas qui veut cocher d'abord. Jérôme Deschênes. Juste cocher. Ah oui. Je sais pas si je dois cocher ou dire ma position. C'est ça la différence. Mais je peux cocher. J'aurais marqué pas de souci à Jolicoin. Toutes les décisions à risque sont prises de manière collégiale, mais c'est pas forcément la décision qui me va le mieux. D'accord, mais on reviendra, absolument. Madame Husson-Trochin. Non, je suis en train de relire parce qu'il n'y a aucune réponse qui me convienne encore une fois. Donc, C'était un peu fait exprès, hein, remarquez. Pour ne rien vous cacher. en plus, comme c'était pas celle qui m'était soumise, alors... Non, mais c'est juste pour la cocher, c'était pas pour... Si vous n'avez pas... non, je coche rien. D'accord, vous ne cochez pas. Maître Saban. Oui, moi je réponds, je la recrute quand même, il faut la recruter quand même, il ne faut jamais que ce soit un obstacle, il n'y a pas d'incompatibilité ab initio, il ne faut pas imaginer des incompatibilités, il faut régler le problème de conflit d'intérêts. Si vous voulez recruter cette personne-là, alors parce que son profil vous intéresse, il faut la recruter, mais avant la phase de recrutement, régler le problème de conflit d'intérêts. Donc, après, il y a des mécanismes, mais on va me trouver trop bavard, je ne vais pas le dire. Mais donc, c'est réponse 2, case 2, je la recrute quand Voilà, même. vous cochez la case 2. Mais j'enlève tout ce qu'il y a derrière les deux petits points, parce que l'agent est seul responsable de sa déontologie, je suis donc ouvert, c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est à nuancer, pardon, c'est à nuancer. Madame Goudarchamou, vous cochez quelle case? Expliquez-nous pourquoi. Vous ne cochez rien. Je coche pas. Je pense qu'il faut faire attention, il faut vraiment trouver un juste équilibre entre la prévention du conflit d'intérêts et tout risque de discrimination à un moment donné. Alors effectivement, la loi 2016, qui va être applicable à partir du 1er janvier, voire les décrets d'application vont être sans doute applicables à compter de février, prévoit que le principe de transmission d'une déclaration d'intérêt avant toute nomination. Donc là, comme vous l'avez rappelé, voilà, le fonctionnaire sera tenu de transmettre une déclaration d'intérêt à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le cas échéant, si cette autorité rencontre des difficultés, elle aura la possibilité de saisir la Haute Autorité de la Transparence pour la vie publique, qui formulera un avis sous un délai de 2 mois. Mais alors, cette déclaration, excusez-moi, elle la transmet à la personne qui la recrute ou à l'autorité, elle à la l'exécutif, transmet, je crois, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, à charge ensuite pour que ça descende. Ce sont des décrets qui ne sont pas encore recrutement publics, déjà qui sont un peu minimum de mois. Néanmoins, donc on est bien dans le seuil, 80 000, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure. Néanmoins, moi j'ai envie quand même de rajouter qu'on n'a pas attendu ces dispositions pour avoir des bonnes pratiques en la matière. Et lorsque l'on recrute un collaborateur ou une collaboratrice,
de s'interroger sur son profil, ses relations, et voire, dans un entretien de recrutement, de poser la question d'un éventuel conflit d'intérêts. Je pense que c'est des questions dont l'on doit se poser, quel que soit le seuil de la collectivité aujourd'hui. Ensuite, il faut faire, ce que vous disiez, Maître, tout à l'heure, une analyse des risques que présente cette situation. Le risque qui va vraisemblablement se poser lors du renouvellement de la convention de résidence du théâtre municipal ou lors de l'attribution de subventions. Des précautions sont à envisager alors, c'est-à-dire est-ce qu'il faut envisager le déport du DGA? Si effectivement cette personne est extrêmement compétente et peut apporter beaucoup pour la commune, je veux dire, il ne faut pas se censurer, il faut juste essayer de trouver des solutions pour se prémunir contre ce risque de prise illégale d'intérêt qui peut rapidement arriver. Donc, effectivement, la décision collégiale, c'est une solution. On peut faire remonter les décisions qui ont trait au théâtre au niveau du DGS. Je ne sais pas, mais il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Pour éviter en tout cas qu'il y ait effectivement, bon, volontairement, ces petits jeux sont un peu, appuient là où ça fait un peu mal, mais qu'il n'y ait pas de discrimination, par exemple, à l'embauche ou des choses comme ça. Oui, parce que je pense que c'est très facile maintenant. C'est ce que je voulais compléter la réponse qui a été formulée, dans laquelle je suis tout à fait d'accord. La difficulté, c'est que là, on responsabilise l'employeur et que l'employeur, comme la déclaration d'intérêt va être faite antérieurement à l'embauche, peut avoir deux attitudes. Soit il dit « je prends des risques, je vais les gérer en interne grâce à mon référent déontologue qui pourra assister la personne en question et qui pourra donc l'aider à partir du moment où il a connaissance du risque, l'aider dans sa mission. Soit il dit j'ai plusieurs candidats et je ne veux pas prendre de risque, et à ce moment-là, il va privilégier le candidat, la candidate qui ne présentera pas de conflit d'intérêt. Donc c'est un peu la difficulté que nous on avait soulevée, et on avait souhaité que cette déclaration d'intérêt ne soit pas transmise à l'employeur, mais plutôt à une instance haute autorité directement, et que la haute autorité puisse formuler soit un avis de compatibilité ou d'incompatibilité. Voilà. Parce que là, c'est vrai que dans les collectivités, il peut y avoir un critère discriminant à l'embauche. Ça vient se rajouter à un certain nombre de critères qui peuvent être pris en compte. Madame Husson-Trochin, quelque chose à ajouter sur cette... Ça me semblait être... en fait, ce que vous faites là, c'est exactement ce que je refuse de faire, c'est-à-dire de répondre spontanément à une question sans avoir pris le temps de la réflexion et d'avoir examiné, dans le cadre de mes fonctions de déontologue, examiner les tenants et les aboutissants et la situation, parce qu'elle se règle, chaque situation se règle au cas par cas, en fonction de la propre situation de l'élu. Et répondre comme ça ex abrupto, c'est aussi donner une mauvaise réponse et on peut le faire faillir en quelque sorte. Oui. Mais l'idée, c'était justement de mettre aussi en exergue cette difficulté-là, le fait que vous ne donniez pas tous les mêmes réponses. Voilà. Alors, on va passer à une quatrième, et puis vous allez peut-être pouvoir nous dire ce qu'il en est. Alors, je suis élu à Belle Région, donc conseiller régional, par ailleurs conseiller municipal de Belle Cité, où un nouveau lycée est projeté. Lors des débats relatifs au plan prévisionnel d'investissement de rénovation des établissements scolaires du second degré, je participe, car il est de mon rôle même d'élu municipal, de porter le développement de Belle Cité dans la région. De toute façon, s'il y avait un problème, l'administration me l'aurait dit. Je participe car le PPI touche plusieurs communes, hormis la mienne, et il est de mon rôle d'élu régional de porter le développement du territoire. Je m'abstiens, c'est plus sûr. Tous les conseillers des communes intéressés par le programme font de même, c'est-à-dire s'abstiennent, et le PPI est rejeté, faute de voix. Donc là encore, je mets bien sûr le trait un peu fort volontairement. La réponse. Alors la réponse, sans hésiter, c'est le 3. C'est le 3. Je m'abstiens, c'est plus sûr, mais je vais apporter quelques éclaircissements à cette réponse. Les élus locaux, qu'ils soient départementaux, municipaux, régionaux, et encore plus les régionaux, ont une triple problématique dans le cadre des conflits d'intérêts. Ils ont les conflits d'intérêts privés, publics, que tous les rapports qui ont été cités précédemment évoquent. Aucun rapport n'évoque les conflits d'intérêts publics dans le cadre du cumul des mandats.
c'est votre exemple là. Et également, un autre conflit d'intérêts public-public qui n'est pas du tout exploré, ce sont les désignations dans les organismes extérieurs en tout cas, je me pose au niveau de la région, en vertu des textes, où on a beaucoup d'élus qui sont dans les lycées, dans les universités, dans les EPCI, sont au conseil d'administration, etc. Et là, vous avez des multitudes de conflits d'intérêts public-public qui viennent se greffer à la propre situation personnelle de l'élu. Et c'est vraiment kafkaïen pour eux de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut une très grande prudence et vraiment examiner ce qui se passe au cas par cas. Je fais juste une toute petite parenthèse. La Haute Autorité sur la transparence de la vie publique avec laquelle je suis en lien est actuellement en train de se pencher sur cette difficulté majeure qui se présente dans les collectivités territoriales au niveau des régions et au niveau des départements pour essayer de déterminer, comme elle l'a fait pour les conflits d'intérêts publics-privés, des lignes directrices à tenir. Alors pourquoi ? Là, c'est l'exemple typique que vous avez souligné, à savoir que le conseiller régional ne doit être porteur que de l'intérêt de la région lorsqu'il vote. Donc, s'il renonce à son mandat d'élu municipal ou s'il n'est pas porteur du projet de construction d'un lycée dans sa commune, ça me paraît tout à fait d'ailleurs impossible, à ce moment-là, il pourra voter au conseil régional. Mais en réalité, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est l'élu lui-même, qui en tant que maire d'ailleurs, va vouloir pousser à ce que, dans le cadre du grand plan des lycées à monter par la région, il va vouloir effectivement, et c'est justifié, que le lycée soit impliqué sur sa commune. Donc là, on est en conflit vraiment, alors, public, direct, entre sa qualité de maire et d'élu local municipal et son mandat de conseiller régional. Alors là, si le cas m'avait été posé par écrit, j'aurais répondu par écrit, non seulement à la région, puisque je m'occupe que de la région, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans les communes, donc à la région, vous vous abstenez, tous les actes préparatoires au dossier concernant le plan, voilà. 2, vous ne participez pas au débat. Et 3, vous ne participez pas au vote. Et en plus, vous faites savoir, vous faites le noter sur le procès-verbal, etc. Et là, vous êtes couvert. Voilà. Autre point qui est soulevé au détour d'un des items, c'est la responsabilité aussi, l'administration qui doit prévenir l'élu. C'est à elle que revient cette lourde tâche de prévenir s'il y a... Alors, moi, j'ai un principe et qui a été bien vécu et accepté par le président de la région et aussi par le directeur général des services, à savoir que j'estime que dans la désignation de tous ces élus dans les organismes extérieurs, fait courir un risque supplémentaire à l'élu. Et qu'il appartient pour moi à l'administration de déterminer la cartographie des risques dont il peut identifier à travers de l'ensemble de ces organismes extérieurs, de toutes ces structures dans lesquelles il envoie les élus. Et je préconise également la construction d'un dossier unique de l'élu qui viendrait regrouper toutes ces activités, pas personnelles, parce que ça c'est conflit d'intérêt, mais toutes ces activités d'élus qui, comme vous l'avez démontré fort bien dans cet exemple-là, vient effectivement frontalement et mettre l'élu d'emblée dans une situation de conflit d'intérêt public. Ça ne l'empêche pas de prendre part à toutes les autres décisions qui ne concernera pas sa commune avec la construction d'un lycée ou autre. Mais je pense que c'est extrêmement important que l'information que l'élu doit détenir, c'est déjà à savoir quels sont les risques qu'il court à titre personnel, ces conflits d'intérêts privés-publics, et qu'on lui fait courir dans le cadre des désignations dans les organismes extérieurs.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour moi de fondamental. Et les membres de la commission aussi le disent. Et on a commencé à faire des travaux dans la région PACA dans ce sens-là. C'est exactement la même chose pour les agents. Il appartient à l'administration de commencer par les informer, les former et leur permettre d'exercer dans des bonnes conditions sans risque. Enfin, le risque zéro n'existe pas, mais avec moindre risque dans l'exécution de leur mission. Et si tous les conseillers donc, municipaux s'abstiennent, qui sont issus de communes qui sont concernés, est-ce qu'il y a un risque effectivement qu'un projet finalement ne recueille plus le nombre de voix? Je répète que je m'occupe des conseillers régionaux et je ne m'occupe pas des conseillers municipaux. Non, mais ils sont conseillers régionaux là. Là, ils sont conseillers régionaux, mais comme ils sont par ailleurs conseillers municipaux, ils se retirent, ils s'abstiennent tous. C'est-à-dire que ceux qui sont, tous les conseillers régionaux, qui sont maires et qui ont donc un pouvoir de décision dans la construction et qui sont porteurs des dossiers dans les municipalités, doivent se retirer, doivent avoir la même attitude que celui qui habite Belle Région. Voilà. Et Belle Cité. Non, conseiller municipal de Belle Cité. Belle Cité, pardon. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. En tout cas, à travers ces 4 petits cas, évidemment un peu caricaturaux, je le concède, j'ai voulu faire ressortir les choses et que surtout nos intervenants puissent les faire ressortir cette nébuleuse à la fois du conflit d'intérêts et de la prise illégale. Je vous propose, on a encore 5 minutes, voilà, on n'est pas si en retard que ça. Donc, si vous avez vos propres cas ou d'autres, bien sûr, vos questions sont les bienvenues maintenant. Vincent Decou, je suis adjoint au maire à Sèvres et je suis notamment en charge de la déontologie. Et je reviens sur ce que vous évoquiez là pour le conseil régional et le conseiller municipal. Ça me semble très difficile à mettre en œuvre parce que personne ne défend plus les intérêts de sa commune dans cette situation. Alors je comprends ce que vous dites d'un point de vue strictement juridique, mais j'aimerais avoir les éclairages des autres participants à cette table ronde parce que je pense que dans la pratique c'est ingérable. Vous êtes sûr? Vous voulez notre éclairage? Je sens que Maître Saban va se précipiter dans la brèche. Oui. Non mais moi, je veux bien répondre à cette douloureuse question, parce que le conflit entre deux intérêts publics, oui, il faut pas regarder que le cas du conseiller régional voilà, pour son cas à lui, mais non, reprenons la règle et posons-nous la question, est-ce qu'elle est praticable ? Est-ce qu'elle est praticable? Alors moi, ma réponse est clairement non. Dans un EPCI, une agglo, vous avez le président de l'agglo, le maire de la ville-centre, c'est le président de l'agglo. Vous faites sortir tous les délégués communautaires de la ville-centre, et ben le président, il n'a plus ni sa majorité politique, même si on ne doit pas parler de majorité dans un EPCI, il a peut-être même plus son quorum. Dans certains EPCI, il n'y a même plus le quorum. Mais on colle à la lettre du texte, effectivement. On est entre deux EPCI. On a le maire de la commune qui est président du conseil de surveillance de l'hôpital. Pareil, même problématique, pardon. On a le président du CCAS et le maire. Pareil, comment vous faites voter les financements au CCAS? Ce n'est pas praticable comme règle. Et je ne vous livre pas ici des absurdités qui sont détachées et déconnectées. On a des vraies questions qui nous arrivent au cabinet de cette nature-là. Les juristes des collectivités sont bien ennuyés pour pouvoir informer leurs élus par écrit sur cette notion de conflit entre deux intérêts publics. On n'est pas en train de parler de déontologie, on parle de délit pénal. Alors, c'est le même sujet. Aujourd'hui, depuis la loi de 2013, c'est devenu le même sujet. C'est-à-dire que le conflit d'intérêts et la loi d'avril 2016 qui s'applique là pour les fonctionnaires, on nous dit au sens de la présente loi constitue un conflit d'intérêts, etc. Néanmoins, depuis l'arrêt de la Cour de cassation de janvier 2016, on sait aujourd'hui que la notion d'intérêt quelconque, c'est notamment, mais c'est dans son périmètre, la définition du conflit d'intérêts posé par ces deux lois d'octobre 2013 et d'avril 2016. Mais aujourd'hui, la praticabilité de cette loi, nous sommes dans une impasse. Alors moi, j'ai une proposition, mais elle est malheureusement pas encore aujourd'hui dans l'air du temps. C'est cette fameuse proposition de loi. Il faut revenir là-dessus. Il faut la remettre. Alors, elle est revenue à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en janvier 2015 à l'occasion de la loi sur la charte de l'élu local. On nous l'a retirée parce que c'était du cavalier législatif, mais on a eu une proposition de loi qui était très claire pour remplacer ce mot intérêt quelconque. Donc ça, on peut revenir. Alors pourquoi aussi? Alors, je reprends. Pardon, je prends 2 minutes pour ce propos-là sur la notion de discrimination. Tout à l'heure a été évoquée la notion de discrimination. Le délit de discrimination, c'est très intéressant. Quand on le regarde dans le code pénal, il y a une définition qui est posée. On nous dit, voilà, le délit de discrimination, dans mon souvenir, article 225-1 du code pénal, on nous dit
la discrimination constitue, est le fait de ceci et cela. On a une définition générale. Et ensuite, dans les articles plus bas, on nous dit, voici ce qui sera la discrimination pénalement punissable. C'est-à-dire, dans le champ de cette définition, je vais vous définir, moi, législateur, ce qui est pénalement punissable. Et donc, du coup, vous avez une série de situations. Le fait de licencier, le fait de sanctionner un agent, une personne, peu importe, sanctionner, licencier, refuser un droit, etc. Ce seront des cas de discrimination pénalement punissable. Les autres ne seront pas, au nom du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, des cas pénalement punissables. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples que nous ayons en termes de moralité, allez, j'ose dire le mot moralité de la vie publique, on a eu un cas de discrimination en matière de droit de préemption. Alors on va dire que c'est une situation qu'on va qualifier d'immorale. Un maire qui préempte à chaque fois qu'il y a un nom de consonance étrangère qui se présente en tant qu'acquéreur potentiel. On se dit c'est immoral, il faut sanctionner lourdement, c'est de la discrimination. C'est une évidence, c'est en raison du nom. Effectivement, c'était un peu compliqué à plaider. Quand vous avez 8 acquéreurs, on préempte systématiquement quand il y a une consonance étrangère, et puis quand il y a un 9e acquéreur avec une consonance un peu plus européenne, là, je préempte pas. Donc le maire était un petit peu embarrassé à l'audience pour pouvoir expliquer tout ça. Mais le délit de discrimination, alors on se dit, mais évidemment oui. Eh bien non. Quand on reprend à la lettre du texte, et la Cour de cassation a eu à statuer, à renvoyer à la Cour d'appel d'Aix plus tard, on nous a dit non, ce n'est pas un cas de discrimination pénalement punissable, et on nous avait même dit l'exercice de la préemption ici par le maire, l'exercice de ce droit fut-il abusif, ne constitue pas le refus d'un droit au sens de la loi sur la discrimination, parce que ce qui était puni, c'est le refus d'un droit. Et quand vous achetez, vous n'êtes pas encore titulaire d'un droit. Enfin, quand vous signez le compromis, avant l'arrêté de préemption, vous n'êtes pas titulaire d'un droit. Donc la Cour de cassation est venue dire il n'y a pas de discrimination dans un schéma comme ça. Et pour le conflit d'intérêts, moi, je souhaiterais, en tout cas, je vais continuer, par sécurité juridique des collectivités, des élus, des agents qui y travaillent, ce texte-là, sur la proposition de loi pour modifier le terme quelconque et le remplacer par cette notion d'intérêt personnel distinct de l'intérêt général poursuivi, il faut le maintenir parce que ça permettrait de dire, écoutez, le conflit d'intérêts, voilà la définition, elle est posée par la loi d'octobre 2013, on peut même l'inscrire dans le code pénal s'il faut, peu importe, elle est posée. En revanche, les cas de comportement pénalement punissable dans le conflit d'intérêts ne seront que dans ce périmètre-là, plus restreint, à savoir, pas conflit entre deux intérêts publics dit posé comme ça, parce que pénalement ça peut être puni, ça pourrait être puni, mais il ne faut pas poser cette règle de manière aussi générale, parce que nous on se pose en se disant on se repose plutôt sur le bon sens des magistrats, mais moi c'est pas eux qui m'effraient, parce qu'ils n'en manquent pas du bon sens, c'est plutôt toute la lecture que peut en faire des administrés, des associations qui ont des habilitations pour forcer un procureur de la République à agir et à poursuivre, et aussi, on peut dire, l'imagination et la créativité de certains avocats. Donc, du coup, avec tous ces ingrédients juridiques, vous pouvez avoir droit à une mise en examen, alors que, finalement, dans des situations de conflit entre deux intérêts publics ou en intercommunalité, parce que ça revient quand même à ça, l'équation, vous allez mettre le sort de votre commune entre les mains des autres élus, parce que il vous sera interdit de parler de votre commune, et puis vous ne pourrez parler que des autres communes, et inversement pour les autres. Donc, effectivement, c'est la logique totalement inverse de l'intercommunalité. Il y avait une autre question, je crois, là-haut. Je vous en prie. Oui, bonjour, Madame Chevalier, directrice juridique à la région Île-de-France. J'avais une question pour Madame Husson-Trochin concernant justement les modalités de conservation et de publication des déclarations d'intérêt qui sont faites par les conseillers régionaux, puisque là, vous nous avez dit que c'était basé sur le volontariat, puisque effectivement, on n'est pas dans le cadre de la loi. Donc, puisqu'on n'est pas dans le cadre de la loi, elles ne sont pas transmises à la HATVP. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour rassurer les conseillers régionaux? Et après, question subsidiaire, juste pour notre information, puisqu'à la région, on a aussi mis ça en place, mais on a beaucoup de mal justement à convaincre les élus. Avez-vous une adhésion en masse ou pas?
La question revient. Alors, sur la première question, je peux vous y répondre tout à fait directement, puisque pendant 5 ans, j'ai représenté le ministère de la Justice auprès de la CNIL. Donc, ce sont des notions que je connais bien et des obligations encore plus. Donc, naturellement, comme il s'agit effectivement d'un fichier qui est constitué, j'ai fait une déclaration à la CNIL de l'utilisation avec ces données qui sont personnelles, qui rentrent dans le cadre de la loi de 1978, donc obligatoire. Et par précaution, j'ai également fait prendre au président un arrêté notifiant et mentionnant et notifiant à la suite à l'ensemble des élus et également aux membres de la commission que nous avons effectivement fait cette déclaration et que nous avons constitué ce fichier. Et j'ai fait également, par l'intermédiaire des services, alors là, du coup, des services juridiques et du directeur, les mentions obligatoires qui pouvaient effectivement, à un moment donné, revenir dessus, vérifier, etc. Donc, toute constitution de fichier, d'ailleurs, qui soit informatique, même par écrit, dans le cadre de ce genre de démarche, devait faire l'objet d'une déclaration. J'ai posé la question à la CNIL, bien évidemment, parce que je n'ai pas la prétention, je ne l'ai jamais eu, de tout savoir. On m'a dit, mais non, mais vous n'avez pas besoin de le faire. J'ai préféré le faire pour que les choses soient carrées et transparentes. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point... Il y en a un deuxième. Oui, mais vous n'aurez pas davantage... Parce que j'essaie d'avoir cette réponse, déjà. Alors, si vous ne l'avez pas, moi, alors là, je vais être extrêmement déçue. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire, mais je crois que il me semble que j'ai dû le rappeler au début de mon propos, vous trouverez l'ensemble de mes documents sur le site de la région PACA, un site ouvert, site internet. Donc, voilà, vous aurez le code de déontologie et vous aurez également les statuts de la commission et la façon dont nous fonctionnons. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que, en fait, lorsque j'ai été désignée par le président et avec les membres de la commission, c'était à l'Assemblée plénière le 15 janvier 2016. J'ai pris la parole. Ce qui était inédit dans cette enceinte plénière, pour me présenter et aussi pour dire ce que j'allais faire en fonction de la lettre de mission qui m'avait été confiée par le président pour la mise en place de la commission de déontologie. Déjà, si vous voulez, ils étaient tous là, puisque c'était la première. Bon. Et immédiatement, j'ai ouvert une boîte de dialogue. Donc, j'ai déontologue, @regionpaca.fr, voilà. Et tout de suite, je me suis adressée à l'ensemble des élus et aux présidents de groupes politiques pour leur dire « je suis là ». J'ai tenu des permanences régulièrement et l'objectif, c'était effectivement de faire connaître, de faire connaître le travail qu'on allait faire. Et surtout, comme l'a dit très bien notre animatrice tout à l'heure aussi, c'est de dédramatiser aussi cette situation. C'est-à-dire que si j'étais là, c'était pas pour jeter l'opprobre sur eux. Par principe, on leur fait confiance, simplement on est là pour les aider, on est là pour les protéger. Et ça, c'est important, sachant que j'étais indépendante, que j'étais liée par rien du tout avec le président ou avec la région. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement important aussi. Et je les ai vus venir petit à petit, me rencontrer, me demander des rendez-vous. Et la deuxième démarche a été de leur envoyer au mois de mars, le 1er mars, donc ça a été assez rapide. Le 1er mars, je leur ai envoyé une déclaration d'intérêt, une déclaration patrimoine, avec une notice tout à fait explicative, en leur rappelant qu'ils pouvaient me joindre, etc. Donc je crois que c'est important, et j'en ai un très grand nombre, et c'est très satisfaisant. Vous ne saurez pas le nom, vous le saurez dans mon rapport, puisque... je vais faire... Ça veut dire, on sait qu'à Strasbourg, parce que là, ça a été publié, dans le code l'a dit, il regrettait d'avoir à peu près un quart des conseillers. Donc, vous êtes largement au-dessus, j'entends bien. Au-dessus de combien, exactement? Il faut savoir
que les travaux sont confidentiels, que les renseignements sont confidentiels. Mais il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, si vous me permettez 2 minutes vraiment de le dire. C'est que cette action donc, de déontologue ou de la commission de déontologie, elle a aussi un autre rôle, c'est une action de transparence. Et la transparence va faire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire effectivement établir le rapport. Et je ne fais pas que ça, c'est-à-dire je ne m'occupe pas que du conflit d'intérêts, mais je m'occupe également du fait, avec la commission, de les empêcher justement de se trouver confrontés à ce genre de situation. J'ai fait une fiche cadeau, j'ai fait une fiche voyage, et je les ai obligés, et c'est en train de rentrer, à me déclarer l'ensemble des cadeaux et des voyages qui ont été organisés et payés par des tiers au nom de la transparence. Donc, on a mis en place un système de réception des cadeaux protocolaires, etc. Vous savez, tous ces irritants qui font perdre la confiance des citoyens dans les élus, alors que les élus font un travail remarquable et que, comme l'a dit tout à l'heure Maître Sabourin et Madame, il ne faut pas jeter l'opprobre à l'ensemble des élus. C'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui sont fautifs qu'il faut qu'on jette, on dise, on arrive à avoir ce sondage qui vient dire que 70% des élus sont corrompus. Ben, je trouve que c'est un peu dommage. Donc il y en a tout un travail de remise en confiance, de remettre du lien avec les locaux. Et je crois que ça sert à ça, la transparence et la prévention. Merci pour votre enthousiasme communicatif. Merci à vous trois, à vous quatre. Et puis, s'il vous plaît, sur la prise illégale d'intérêt, puisque on a les chiffres qui ont été rendus publics hier. On a recensé entre 1995 et 2016 525 élus locaux poursuivis pour prise illégale d'intérêt, à rapprocher par exemple à ceux qui sont poursuivis pour corruption, qui sont nettement inférieurs, c'est 168. Par rapport à 525. Donc la prise illégale d'intérêt, ça représente 40% des motifs de poursuite pour manquement de devoir de probité. Donc c'est vraiment la zone numéro 1. Et sur les mandatures, on a 113 élus locaux poursuivis pour prise illégale d'intérêt en 95-2001, 108 en 2001-2008, 246 en 2008-2014. Donc on voit bien que cette notion de conflit d'intérêt est vraiment centrale dans le risque pénal des élus locaux, puisque ça fait une hausse en moyenne de 166% sur les 2 dernières mandatures. Donc on est en plein dans le cœur du risque pénal des élus avec cette infraction numéro 1. Et comme l'a dit Maître Seban, ça s'explique parce qu'on parle d'intérêt quelconque et non pas d'intérêt personnel distinct de l'intérêt général des habitants. Donc bien attention et faites attention à vous en couvrir comme il faut. Voilà.